Et c'est l'heure du JT de l'Écho avec l'inestimable Marc Pope. Bonjour Marc. Bonjour Mathieu. Et on commence avec ces deux grandes enseignes aux États-Unis qui ont décidé de restreindre la vente d'armes. Oui, 2 semaines après la tuerie de Parkland, le débat autour du contrôle des ports d'armes ne faiblit pas. On l'a vu dans le journal, l'une des plus grandes chaînes de magasins d'articles de sport des États-Unis, Dick's Sporting Goods, a annoncé qu'elle cessait immédiatement de vendre des fusils d'assaut semi-automatiques. Théa Bazdarevich. Du matériel de pêche, des canoës, des vêtements et plus aucune arme semi-automatique dans les rayons de Dick's Sporting Goods. Pas de chargeur de grande capacité non plus. Le PDG de l'enseigne s'est expliqué sur les plateaux télé. Quand nous avons vu ce qui s'est passé à Parkland, nous avons été troublés et attristés. Nous nous sommes dit qu'il fallait faire quelque chose. Alors nous avons décidé de ne plus vendre de fusils d'assaut dans aucun de nos magasins. Vous pensez un jour revenir sur cette décision ? Jamais. Dans cette interview, Edward Stack révèle qu'en novembre dernier, sa société a vendu une arme à Nicholas Cruz, l'auteur de la fusillade de Parkland qui a fait 17 morts. Ce n'était pas l'arme ni le type d'arme utilisée lors de la fusillade. Nous avons respecté les règles et la loi en tout point. Mais il a quand même réussi à acheter une arme. Et même si la législation l'autorise, l'entreprise annonce qu'elle refusera de vendre des armes aux moins de 21 ans. Elle demande notamment aux élus de promulguer une réforme qui interdirait les ventes de fusils d'assaut et d'imposer une vérification obligatoire des antécédents de tout acheteur. La firme de sport n'est pas la première à cesser la vente de fusils d'assaut. Walmart avait pris la même décision en 2015. Mais loin des considérations politiques et sociétales, l'enseigne avait alors invoqué une baisse de la demande. Voilà, et pour être tout à fait complet sur le sujet, sachez que le géant des supermarchés Walmart a aussi de son côté annoncé qu'il allait relever à 21 ans l'âge de vente des armes et des munitions dans ses magasins. Marc, on revient en Europe avec la question de la frontière irlandaise, l'Irlande du Nord qui s'immisce, qui revient dans les négociations sur le Brexit. Oui, c'est clairement un sujet qui fâche, tant les points de vue divergent entre Bruxelles et Londres. Pour la Commission européenne, la solution pourrait passer par le maintien de l'Irlande du Nord dans une union douanière avec l'Union européenne, si l'option d'un nouveau partenariat commercial avec le Royaume-Uni ne se concrétisait pas. Le gouvernement britannique y voit une ligne rouge infranchissable et dénonce une atteinte à son intégrité territoriale. Écoutez les précisions de cet analyste. La solution pour l'Irlande du Nord que le Royaume-Uni a mis sur la table manque de détails. Son fonctionnement n'est pas très clair. Certaines des dispositions proposées du côté britannique ne semblent pas très réalistes. Donc l'Union européenne insiste pour dire qu'il faut un filet de sécurité. Ce qui veut dire en clair que l'Irlande du Nord reste économiquement dans l'union douanière et dans le marché commun. Et on continue, Marc, avec une entrée, un petit nouveau à Wall Street, le service suédois de streaming musical Spotify. Oui, exactement. Alors, c'est pas encore fait, pour être tout à fait précis. Spotify a en tout cas déposé sa demande d'introduction hier. La procédure devrait être réalisée en cotation directe, une procédure atypique qui permettrait à la société de ne pas avoir à lever de nouveaux capitaux, comme cela se fait traditionnellement. Spotify sera coté sur le New York Stock Exchange, mais la société n'a pas indiqué à quel prix il comptait réaliser ses premiers pas boursiers. Wall Street toujours, mais avec une entrée encore plus inattendue, celle du cannabis. Oui, on connaissait les effets euphorisants du cannabis. Eh bien, sachez que ça la touche aussi les courtiers de Wall Street. L'entreprise canadienne de cannabis thérapeutique Cronos a ainsi fait une entrée très remarquée hier sur le marché officiel du Nasdaq. Son titre a bondi de 20%. Une arrivée en fanfare qui correspond évidemment à l'explosion du marché du cannabis dans le monde, notamment aux États-Unis où plusieurs États ont autorisé sa commercialisation. Et à propos d'effets euphorisants, est-ce que tout ceci a permis aux bourses américaines de relever la tête? Non, pas vraiment. Malheureusement pour eux, c'est la fébrilité qui semble avoir regagné les marchés, les investisseurs hier. Le Dow Jones a ainsi perdu 1,50%, le Nasdaq 0,78%, le S&P 500 1,11%. Sur les bourses asiatiques, aujourd'hui, c'est plus mitigé. Le Nikkei est en recul de 1,39%. Le Hang Seng est à plus 0,23%. Le Shanghai Composite à plus 0,60 et enfin le Kospi recule de 1,17%, Mathieu.
On poursuit avec Carrefour qui a connu une année 2017 plutôt compliquée. Oui, le groupe de grande distribution français a perdu 531 millions d'euros l'année dernière, alors qu'en 2016, il avait réalisé un bénéfice de 746 millions d'euros. Le résultat de 2017 a notamment été affecté par les charges fiscales alourdies et des pertes opérationnelles d'environ 150 millions d'euros dues à la fermeture des anciens magasins Dia. Fin janvier, Carrefour a d'ailleurs annoncé un plan de transformation qui comprend la fermeture de 273 de ces magasins, ce qui représente 2300 salariés sur le carreau. On parle maintenant d'Apple qui a fait quelque chose de pas très bien a priori. La marque à la pomme aurait livré à Pékin les données personnelles de ses utilisateurs chinois. Oui, effectivement, c'est un peu un jour noir en considérant les données pertes des utilisateurs, dans la protection des données des utilisateurs chinois. Les données personnelles sont en effet désormais hébergées en Chine. Pékin a ainsi un accès facilité à ces informations sans dépendre du droit américain comme c'était le cas avant. Depuis hier, les autorités chinoises pourront ainsi librement consulter toutes les données sauvegardées sur iCloud puisque l'entreprise qui va les héberger est soutenue et financée par l'État. Apple se plie ainsi à la loi chinoise qui impose que les données collectées auprès des utilisateurs en Chine restent hébergées sur le sol chinois. Et un mot de cinéma pour finir avec deux films assez différents a priori qui dominent le box-office français. Oui, exactement. Je parlais cette semaine des bons chiffres du Black Panther en Amérique du Nord. Et bien sachez qu'il domine également le box-office français. 2 millions de spectateurs sont allés voir le film en 2 semaines. Il est talonné de près par un autre film complètement différent sur les aventures de la famille Tuche. Le 3e volet compte déjà plus de 5 millions d'entrées en 4 semaines d'exploitation. Preuve de la diversité des goûts des Français. Voilà. Je ne sais pas si vous irez le voir, mais je pense qu'en tout cas que la coupe de Jean-Paul Rouve dans le film, vous irez très bien, mon cher Mathieu. Je ne parle pas de coupe de cheveux à titre personnel. Vous êtes plutôt Black Panther ou famille Tuche, Marc? Mon cœur balance. Votre cœur balance. Ouais. On se tiendra au courant. Merci beaucoup, Marc Paupe, le journal de l'Écho. Et on termine maintenant ce journal avec une autre information économique qui ne vous a pas échappé. Marc Paupe, ce chiffre, 1,360 million euros, c'est le prix auquel a été vendu ce tableau à Londres, surnommé la Joconde africaine. C'est un portrait de la princesse Ife Adetutu Ademiluyi, princesse nigériane surnommée Tutu, et peinte par l'artiste nigérian Ben Nwanwu, qui avait été captivé par, je cite, la grâce et la beauté de la princesse, représentative de la négritude et de l'émancipation africaine.